de vous retrouver. On est ravis de retrouver la culture, les écrivains. On est ravis de retrouver l'Hôtel de Paris qui nous a installés dans les normes raisonnables. Et je suis surtout très heureuse de commencer par un auteur aussi lumineux et solaire que le ciel est gris aujourd'hui à Saint-Tropez, qui nous a offert un livre magnifique avec Les Heureux du Monde, qui est un livre pour moi de résistance presque, parce que c'est vraiment l'anti-Kim Kardashian, l'anti-iPhone, l'anti-époque moderne. C'est une époque évidemment après-guerre, de brassage culturel, de raffinement des relations, de raffinement des occupations, de raffinement des rapports humains. Et je dois dire que tu m'as absolument ébloui par ce livre, ton 10e Stéphanie, que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble avec nos amis. Écoutez, merci de cet accueil Agnès. Vous m'entendez bien? Bon, super. Alors écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Ah non, vous ne m'entendez pas. Alors attendez, comment ça marche? La technique. Ah bon, bah écoutez, c'était l'avion. Hein. Donc je suis absolument ravie de vous rencontrer et vous l'avez compris, Agnès vous l'a dit. Je ne suis pas vraiment ancrée dans l'époque actuelle et je vais me faire un plaisir dans ce livre, Les Heureux du Monde, comme dans tous ceux qu'il y a eu avant, de vous emmener dans une autre époque, de vous faire vivre une autre époque avec des personnages que j'admire énormément. Et ma spécialité, si j'ose dire, enfin ce que j'aime faire, c'est prendre des personnages qui ont existé, vous raconter véritablement leur histoire en les faisant vivre. C'est-à-dire qu'en fait, je vous offre ici une biographie, mais ce que j'appelle une biographie vivante. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais je fais revivre tous les personnages. Donc, vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue. Je viens de passer 8 mois en compagnie de Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Passos, et je vous assure que c'était formidable. Alors, je vais vous donner un avant-goût de la plongée dans ces années folles et dans cet univers très privilégié. Qui nous le verrons, et comme le dit Scott Fitzgerald, qui est donc ton Dieu, ton héros entre tous, toute vie est une entreprise de démolition, parce que nous allons traverser ce livre ensemble, et vous allez voir que ça commence bien, mais ça finit moins bien, on va dire. Alors je vais commencer par vous planter le décor, si je puis dire, et je vais commencer par les 2 dernières pages, qui sont finalement les premières pages que tu as écrites, quasiment. Absolument, je ne sais pas pourquoi, très souvent je commence par la fin, qui n'est jamais la fin, qui est un éternel recommencement, parce que mes personnages, quel que soit leur destin, comme je pars avec eux, les dernières pages ne sont pas des pages de fin. Alors, il était une fois un prince et une princesse. Ils avaient 3 enfants délicieux, ils vivaient dans un château au bord de la mer, ils étaient beaux et heureux, ils avaient quelque chose en plus, une magnificence intérieure, ils rendaient merveilleuse la vie de ceux qui les approchaient. Sarah possédait le génie de l'éphémère, elle était le charme incarné, elle insufflait la magie à ses amis et révélait leur talent créatif. Ils l'ont tous représentée, décrite, aimée. Gérald, l'élégance de l'âme, le raffinement des manières, un peintre qui a choisi de se saborder. Un jour, bien plus tard, on dira qu'il a inspiré un mouvement moderniste, le pop art. Un autre jour, il sera mort alors, mais ses tableaux seront accrochés dans les plus grands musées du monde, entre les chefs-d'œuvre de Picasso et de Fernand Léger. Il était une fois un jeune homme brillant et talentueux. Il avait un talent fou. Son premier livre, L'envers du paradis, était devenu la Bible des romantiques. C'était un héros byronien, un lieutenant yankee désenchanté. Il possédait la beauté des condamnés. Il voulait mourir sur une route escarpée au volant d'une petite voiture crapuleuse. Son dernier roman aurait été un chef-d'œuvre. Sa femme était damnée, une merveilleuse damnée, au profil de camée, à la maigreur de lévrier. Elle portait des robes étincelantes. Il rampait sous les tables, il fracassait les verres en cristal de Bohème, il voulait scier les garçons de café en deux, il buvait, bon Dieu, comme il buvait. On les aimait pour ça aussi. Il était une fois un grand fauve qui inventa une légende d'exil, de pêche en haute mer et de corrida. Il connut une vie sentimentale agitée, épousa des femmes incroyables, et puis, au soir de sa vie, juste avant de faire joujou avec un fusil de chasse, il rendit hommage à la première d'entre elles, décrivant avec une tendresse infinie leur amour dans un livre posthume, « Paris est une fête ». C'était le plus grand écrivain américain, dit-on. Il y avait là des yachts, des Rolls-Royce, des criques éblouissantes, des diamants gros comme le Ritz.
il y avait des Amilcar, des Isotta, des Hispano-Suiza, ça je connais pas très bien. Il y avait des jarretières en diamant, des talons d'or et des sautoirs en perles fines. Il y avait du caviar, du claguessin, des cocktails incroyables. Les hommes étaient chics, les filles avaient la nuque rasée, des plumes d'autruche et des fumes-cigarettes télescopiques. On croisait le Maharaja d'Indore à Monte-Carlo, Joséphine Baker jouait les vedettes dans les jardins du casino, Jean-Gabriel Domergue et Von Dongen se mesuraient au backgammon. L'insouciance et la folie s'échappaient des ballets de Diaghilev. On restait des heures au soleil. C'était l'ère du jazz et du gin, les derniers feux des étoiles mortes. On dansait jusqu'à l'aurore. On vivait à perdre haleine. On appelait ça les années folles, la plus grande bringue de l'histoire. Et la plage de la Garoupe. L'ombre odorante des pins, j'ai quasiment fini, mais c'est tellement beau. Ce jaune citron intense des mimosas, se laisser conduire en voiture ouverte, l'air saturé de soleil. Ils sont pieds nus, les cheveux collés et la peau salée, short blanc et maillot de bain rayé. Ils se nomment Sarah, Gérald, Scott, Zelda, Ernest, Adley, Pauline, Baos, Patrick, Bumbi, Honoria, Scotty. Leur faculté d'être heureux est exceptionnelle. Ils saisissent la splendeur de l'instant, ils pouffent de ce bonheur qu'ils ont inventé. Cette lumière rose et bleue du cap d'Antibes au crépuscule, ça a une sacrée gueule tout de même. C'est vrai, vous avez compris, vous allez vivre avec Scott Fitzgerald, Zelda, Ernest Hemingway, ses femmes, il y en a eu quelques-unes, et les Murphy. Les Murphy, ce sont les héros de ce livre. Sarah et Gérald Murphy, un couple d'Américains que les Français connaissent peu, mais qui ont lancé la Riviera l'été. La Côte d'Azur existait, certes. On aimait venir sur la Côte d'Azur. On venait l'hiver, les Russes, les Anglais venaient à Biarritz, venaient au Cap d'Antibes, venaient, voilà. Mais l'été, quand il faisait très chaud, ils partaient à Biarritz et à Deauville. Or, un jour, les Murphy ont débarqué. Ils ont demandé au patron de l'hôtel du Cap, Antoine Sella, de garder l'hôtel ouvert. Ils ont ramené tous leurs copains, les Hemingway, les Fitzgerald, les Picasso, les Fernand Léger, toutes leurs femmes, les danseuses des ballets russes. Et comme je le dis, ça a été une sacrée bringue ces années-là sur les plages du Cap d'Antibes. Alors pourquoi d'abord viennent-ils, quittent-ils les États-Unis? Pourquoi viennent-ils en France? Parce que en France, il y a un petit village complètement fou qui s'appelle Montparnasse. Léopold Farr disait que sur les trottoirs de Montparnasse, l'Europe entière s'était promenée. Donc c'est un petit village avec deux cafés, le Dôme et la Rotonde. Et là, on croise des peintres, on croise des écrivains. Et là, il y a un brassage culturel intense. Vous savez qu'on sort quand même de la Grande Guerre, on sort de la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts, et de tout temps, après une crise, après le sac de 29, après le sac de Rome, après une crise, il y a toujours une espèce d'effervescence culturelle. Et l'effervescence culturelle est là à Paris. On les voit tous, ils sont tous là. Alors certes, les Murphy quittent les États-Unis, ils tournent le dos à la prohibition, donc ce 18e amendement, le conservatisme, etc. Oui, mais surtout, ils arrivent à Paris et là, ils se noient dans la culture. Les ballets russes, la musique de Satie, celle du groupe des Six, la peinture de Fernand Léger, les salons de la duchesse de Polignac. Enfin, c'est une époque incroyable. Et ces Américains qui sont des mécènes, qui sont des amoureux de la culture, eh bien, vont vivre ce moment avec flamboyance. Alors très vite, donc, ils se retrouvent, j'allais dire, à trois couples dominants, si je puis dire. Il y a donc Gérald et Sarah, qui sont les héros, les Murphy. Il y a donc Scott et Zelda, dont tu dis que ce sont leurs doubles noirs, puisque leur soleil noir. Leur soleil noir. Et puis il y a donc Hemingway, bon, qui n'est pas en couple au départ, qui est un sacré personnage, qui déborde d'une virilité époustouflante, qui a du mal au début, qui a l'écriture douloureuse, qui regarde Scott avec des yeux envieux. Et tout ce petit monde, en fait, on se rend compte qu'ils se lient, ils se désirent, ils se regardent, ils se jaugent, ils se soutiennent.
Et je dois le dire, à travers cette épopée, dont on va prendre certaines étapes, à aucun moment ils ne se lâcheront. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans le livre qui m'a beaucoup frappé de Stéphanie, que je partage avec vous, c'est que, en fait, dans ces bandes de gens, il y a des vrais liens. À cette époque-là, il y avait de vrais liens affectifs. Il y avait des aventures, évidemment, l'aventure de l'écriture pour ces trois écrivains majeurs. Et puis, il y avait effectivement ces liens affectifs qui ne cèdent nullement. Absolument. Alors, bon, c'est vrai, Sarah et Gérald sont des milliardaires, d'accord? Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Elle, surtout, elle est issue d'une famille de milliardaires de Cincinnati. Lui, les Murphy, alors, ils ont beaucoup d'argent, moins que les Wyborg, la famille de Sarah. Et la famille de Gérald, c'est la Mark Cross Company, qui est un peu le Hermès américain, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est l'un des premiers à avoir imaginé une maroquinerie de luxe, etc. Bon, ils ont de l'argent, alors ils s'intéressent à la peinture, ils vont chez le marchand, chez le galériste Rosenberg, et là ils tombent en admiration devant les tableaux, et Gérald décide de peindre, ça sera sa vie. Mais la plupart des peintres n'ont pas d'argent, donc ils vont les soutenir aussi financièrement. Ils rencontrent Diaghilev et toute sa bande des balais russes, et non seulement ils vont les financer, mais en plus ils vont se mettre à peindre les décors, parce qu'on oublie souvent que les décors de Diaghilev sont des œuvres qui sont collectives. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches. Ce qui m'a beaucoup plu, justement, comme tu le disais si bien, ils sont ensemble. Alors on les retrouve dans un atelier de Belleville, ils sont tous ensemble, de Fernand Léger au Murphy, en passant par Picasso, à avoir ces grandes toiles, à les mettre par terre, à les peindre, et ça sera les décors des ballets russes, et ils sont totalement investis. Et d'ailleurs, à la première, l'anecdote est que les décors seront posés à l'envers, mais tout est tellement magnifique, ça a des couleurs extraordinaires, c'est que personne ne s'en rend compte, sauf eux. Mais voilà, et donc les Murphy sont des mécènes, et ces mécènes ont des amis écrivains pour la plupart. Et donc, ils commencent d'abord par connaître les Hemingway. Et comme Agnès le disait si bien, Hemingway, il a l'écriture difficile. Il n'y arrive pas. Et comble de malheur, sa femme Adlai, un jour, il part à Genève et sa femme Adlai doit le retrouver. Et pour lui faire plaisir, elle décide d'y aller avec tous ses manuscrits. Qui ne sont pas publiés, etc. Elle met tout dans une jolie valise, elle le met dans le train, elle monte dans le train, et puis elle change de train. Puis elle laisse sa valise et les manuscrits. Et elle arrive à Genève et elle lui dit oh, « J'ai quelque chose à te dire ». Il lui dit « Mais je t'aime, donc quoi que tu puisses me dire, je te pardonnerai ». Et elle lui dit « Mais tout de même, dis-moi que tu m'aimes ». Elle lui dit « Oui, je t'aime ». Bon, et elle lui dit, écoute, j'ai perdu tes manuscrits. Et là, il faut vraiment qu'il s'y tienne. Mais, donc il va recommencer, et recommencer encore, et ça sera difficile. Les Murphy seront là pour les soutenir. Gertrude Stein, vous vous souvenez que, en fait, nous sommes en pleine après-guerre, donc à Paris, il y a tous ces gens que l'on appelle la génération perdue. Et ils débarquent et il y a Gertrude Stein qui leur donne à tous des conseils. Et elle va dire à Hemingway, mais tu as la rage en toi, alors vas-y, fonce, puisque tu aimes l'Espagne, vas-y, va te frotter à la corrida, va te frotter au fait de Pamplune. Il y va, financé par les Murphy, qui vont l'aider jusqu'au bout. Fitzgerald, c'est pareil. Les Murphy sont là pour chacun de leurs amis. Et comme tu le dis si bien, cette amitié naissante, assez protectrice de la part des Murphy, va pendant 20 ans ne jamais fléchir, et quelles que soient les circonstances, les épreuves, on aura toujours cette bande de copains.